Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un idiot qui n'aurait jamais dû prononcer la phrase «Fais-moi un procès si t'es pas content». Je suis un vétéran de l'armée américaine, j'ai été blessé en Irak, c'est important pour le reste de l'histoire. J'ai rejoint l'armée avant même d'avoir complètement fini le lycée. J'ai choisi la voie qui me plaisait le plus dans l'armée, et comme j'aime bricoler, je suis devenu mécanicien. La prime d'engagement était vraiment importante. Pendant toute ma formation, je ne dépensais que très peu d'argent, uniquement pour mes besoins vitaux. Du coup, j'ai pas mal mis de côté. J'ai continué comme ça pendant le reste de ma formation, jusqu'à me retrouver avec mon bonus en banque et près d'un an de salaire. À cet âge, beaucoup se seraient fait plaisir, mais j'ai décidé d'investir dans le Bitcoin et de payer le prêt immobilier de mes parents. 2 déploiements plus tard, j'étais bien payé, et la seule chose sur laquelle je me faisais plaisir, c'était ma voiture. Autant vous dire que j'avais pas mal d'argent de côté et pas mal d'argent investi. Bref, quand j'ai quitté l'armée après ma blessure, j'étais à l'aise financièrement, même après un divorce compliqué. Je n'étais pas non plus super riche, notamment à cause du divorce. Certains de mes investissements ont dû être liquidés au mauvais moment pour le partage. Après le divorce, j'ai commencé à travailler pour remplir mon compte en banque et rester occupé. Comme je disais, j'aime être mécanicien, donc je bougeais de ville en ville et je pouvais travailler n'importe où. Après 10 ans de vie plus ou moins nomade, j'ai décidé de m'installer dans une petite ville tranquille. Je commençais à en avoir marre de bosser sur les voitures des autres et je voulais passer du temps sur la mienne. J'ai acheté une petite maison et j'ai vu que le garage du coin cherchait des employés. Il était spécialisé dans les vidanges à la chaîne. Je me suis dit que ça ferait toujours quelques sous. Et puis c'était pas compliqué comme travail. Je me suis présenté à l'accueil pour postuler et les gens du coin me regardaient un peu de travers. Je fais plus d'1 m 80, j'ai les cheveux et la barbe longue et pas mal de tatouages. Autant dire que certaines personnes ont tendance à changer de trottoir quand j'arrive. Quand j'ai déposé ma demande, j'ai rencontré Sue, la comptable. Elle m'a posé quelques questions et a souligné le fait que j'étais un vétéran. Plus tard dans la journée, Sue m'appelle et me demande si je veux bien venir rencontrer le proprio, Peter. On fixe un rendez-vous 1 heure plus tard pour discuter du poste à pourvoir. J'arrive et Peter me regarde avec des yeux écarquillés. Mais on commence à parler et les choses se passent plutôt bien. Il me tend un calendrier qu'il a fait avec ses propres voitures et me demande combien j'en reconnais. J'en reconnais une petite dizaine. Il semble impressionné et on discute un moment de voiture. Il me propose le poste et m'explique que je serai payé 100 dollars par jour et que je travaille du lundi au samedi de 8 h à 18 h, que mes heures sup ne seraient pas payées, mais que mon salaire ne serait pas impacté si le garage doit fermer quelques heures ou une journée. J'aurai tous mes dimanches de libre et une journée dans la semaine. Au début, tout s'est bien passé, pendant environ un an. Peter m'a demandé si je voulais bien travailler dans d'autres garages similaires qu'il possédait dans la région. Il me paierait 20 dollars de plus pour le déplacement, et comme ça, les gars des autres garages pourraient prendre leur jour de repos plus facilement. J'ai accepté et on a fonctionné comme ça pendant environ un an. Jusqu'au désastre. Peter a rencontré Karen et est tombé follement amoureux. En un mois, ils étaient mariés et il a commencé à financer son addiction au jeu d'argent. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Une semaine, je me rends compte que ma paye n'est que de 250 dollars. Sue me dit qu'il y a apparemment eu du changement et que je devrais en parler avec Peter. Aucun problème. J'appelle Peter et je lui demande si on peut discuter. Il arrive avec Karen et quand je lui demande pourquoi il manque de l'argent sur ma paye de la semaine, il me dit que c'est parce que le garage a dû fermer à cause du mauvais temps. J'aurais pu laisser couler parce que Peter était un gars bien jusque-là, mais Karen décide de se mêler de la situation. C'est pas vraiment juste pour nous de te payer tes 10 heures de travail si tu ne les fais pas. J'ai répondu que ce serait vrai si j'étais sur un contrat à l'heure, mais on a négocié un prix fixe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas à me payer la vingtaine d'heures sup que je fais chaque semaine. Elle affirme que les choses ne fonctionnent plus comme ça à partir de maintenant, et que je serai payé pour le nombre d'heures exact que je fais, rien de plus. Ok Karen, comme tu veux. La semaine suivante est très chargée, et on a dû finir tard plusieurs jours pour répondre à toute la demande. Et j'ai renoncé à mon jour de repos pour remplacer un collègue malade. Donc j'aurais dû me faire facilement 800 dollars cette semaine. Mais je n'ai été payé que 600 dollars, donc j'avais quelques questions à poser à Peter. Je vais le voir et je lui demande ce qu'il se passe et pourquoi ma paie est aussi basse. Mais il me répond qu'on s'est mis d'accord pour 100 dollars par jour, donc c'est ce qu'il me paye. Je le regarde effaré et je lui demande s'il a déjà oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Je lui refais le détail de la conversation, mais il me répond que c'est comme ça et puis c'est tout. À ce point de l'histoire, je suis franchement énervé, et c'est à ce moment-là que Karen entre dans le bureau et demande: de quoi il se plaint encore celui-là? Je la regarde froidement et je lui réponds: j'ai travaillé 80 heures la semaine dernière et je n'étais payé que 600 dollars. Elle me répond: t'as un contrat pour 100 dollars par jour, donc je vois pas pourquoi tu t'attends à ce qu'on te paye plus. Je regarde Peter et je lui demande s'ils veulent vraiment fonctionner comme ça. Il me dit que j'ai déjà eu ma réponse. Je suis rentré chez moi et je me suis calmé en me rappelant que je ne travaillais que pour me faire quelques sous et que c'était vraiment pas un job difficile. Les seules autres options dans cette ville auraient été de bosser dans la construction ou dans un abattoir de volailles. La semaine suivante, un de mes collègues se fait hurler dessus devant les clients par Karen parce qu'il ne respectait pas toutes les règles de sécurité au travail. D'après elle, elle est responsable du respect de ces règles parce qu'elle est copropriétaire de l'entreprise. Et apparemment, elle ne pouvait pas tolérer qu'il porte des lunettes de sécurité teintées.
C'est n'importe quoi, parce qu'avec l'orientation du garage, est-ouest, une partie de l'équipe a toujours le soleil dans les yeux le matin ou le soir. Je passe à côté en secouant la tête, parce qu'elle est vraiment ridicule. Et tel le T-Rex qui a trouvé une proie, elle se tourne vers moi et me crie « T'as quelque chose à dire là-dessus, toi ?» Et j'ai juste continué mon chemin. J'ai dit à Sue qu'elle ferait bien de parler longuement avec Peter avant que Karen prenne des décisions pour l'entreprise sur lesquelles il ne pourra plus revenir. Elle m'a répondu « Je m'occupe juste de la compta, je m'implique pas là-dedans. » Donc la situation a continué comme ça pendant environ un an, jusqu'à ce que j'atteigne ma limite. Le jour où tout est parti en vrille, j'étais de très mauvaise humeur. À mon réveil, j'ai appris qu'un ami qui m'avait sauvé la vie en Irak avait été tué par un conducteur ivre. En arrivant au travail, j'ai dit au gars que je voulais être laissé tranquille toute la journée. Ça faisait plusieurs années qu'on bosse ensemble, ils avaient bien compris qu'il se passait quelque chose. Ils m'ont laissé tranquille. Je ne pensais pas que j'aurais à gérer Karen ce jour-là parce que j'étais dans l'atelier, loin de son regard et à bonne distance du casino le plus proche. Mais manque de chance, ou peut-être pas finalement, Karen se pointe à mon atelier et hurle à Peter de venir voir tout de suite le bordel que je suis en train de mettre dans l'espace de travail. Je n'ai aucune idée de quoi elle parle, parce que je travaille comme d'habitude, en nettoyant au fur et à mesure, contrairement à d'autres employés qui préfèrent tout faire en fin de journée. Son problème était que j'avais une pile d'une cinquantaine de filtres, les plus courants dans un coin, pour éviter de devoir demander les pièces à chaque fois aux autres, pour gagner du temps. Je fonctionnais toujours comme ça, Peter le savait, ça ne lui avait jamais posé problème avant. Il arrive, regarde mon espace de travail et, comme s'il parlait à un ado, il me dit « Range-moi cette porcherie !» Je prends sur moi et je lui réponds « Pas aujourd'hui, Peter, c'est pas le bon jour. Laisse-moi travailler et emmène Karen avec toi. » Apparemment, ça a rendu Karen furax, et je leur manquais de respect à tous les deux. Peter m'a dit que si ça ne me plaisait pas, je pouvais partir. Donc je suis parti. Pas d'inquiétude, cette histoire est loin d'être finie. Ce n'est que le premier battement d'aile du papillon qui a déclenché une tempête d'emmerde pour ces deux-là. Le lendemain, Peter m'appelle et me demande de passer le voir en rentrant chez moi. Je pensais qu'il allait s'excuser, que mes collègues ont dû lui dire pourquoi j'étais d'aussi mauvaise humeur la veille. Mais non, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Peter voulait me prévenir qu'il avait décidé d'une action disciplinaire contre moi. Pendant les 6 prochains mois, je ne serais payé que 50$ par jour, au lieu de 100, et je n'aurais pas droit à mes 20$ de frais de déplacement quand je travaille dans un autre garage. Je lui ai demandé s'il était sûr de ce qu'il faisait et s'il avait bien réfléchi aux conséquences. C'est à ce moment-là que Peter m'a montré qui il était, en me disant que j'avais de la chance de ne pas avoir été viré avant à cause de mon manque de respect répété envers lui et Karen. Il a ajouté que s'il n'avait pas pitié de moi, il m'aurait mis à la porte il y a longtemps. Pourquoi est-ce qu'il a pitié? Parce que je ne suis qu'un vétéran handicapé qui galère à boucler ses fins de mois. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Je n'ai jamais parlé de mes finances, ni avec lui, ni avec mes collègues. Je pense qu'il base tout ça sur mon apparence. C'est comme si une vanne avait lâché en moi, et je me suis mis à rire. Je ne pouvais pas me retenir. Il m'a demandé ce que je trouvais drôle là-dedans, et je lui ai répondu très sérieusement qu'il devrait réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions aussi stupides. C'est là que Peter décide de me dire « Qu'est-ce que tu veux faire? Me coller un procès? C'est pas comme si tu pouvais te le permettre avec ta misérable pension militaire. Je sais à quel point tu as besoin de ce boulot. » Ce n'était pas du tout mon plan à la base, mais ses paroles m'ont fait réfléchir, et j'ai décidé de faire exactement ce qu'il m'avait dit. Le jour même, j'ai contacté un avocat spécialisé en droit du travail, et j'ai payé les 3000€ demandés pour lancer une procédure pour conditions de travail dangereuses, heures supplémentaires impayées et non-respect du minimum salarial obligatoire. Et pendant ce temps-là, je continuais à travailler pour lui. J'adorais la sensation, mais c'était pas suffisant. Pendant les 6 mois de l'action disciplinaire, je travaillais en secret avec mon avocat pour lancer l'action en justice, mais je lui ai demandé de ne pas envoyer les papiers tout de suite. Une fois que tout a été entièrement prêt, l'avocat a envoyé les papiers, et Peter et Karen les ont reçus au boulot, pendant que je travaillais. Ils ont lu les papiers, et le messager qu'il les leur a donné est resté pour être témoin de la scène qui allait suivre selon mes calculs. Ils arrivent vers moi furieux, et Peter me hurle « Je devrais te botter les fesses, t'es qu'une sous-merde ingrate !» Et Karen ajoute « T'es viré, tu m'entends? Viré! Je parie que t'es même pas un vétéran !» Le messager a filmé toute la scène sur son téléphone et l'a transmis à mon avocat pour ajouter rupture de contrat illégale à la liste des accusations, parce qu'il est interdit de renvoyer un employé uniquement parce qu'il attaque l'entreprise en justice. Le lendemain, j'ouvrais mon propre garage pour vidange et lavage auto, et je recrutais mes anciens collègues pour venir bosser avec moi plutôt que pour Peter. Ils ont aussi voulu me rejoindre dans l'action en justice et mon avocat était ravi de les représenter aussi. Donc, après 2 ans de travail de la justice, l'examen des enregistrements des caméras de sécurité des garages, l'examen des comptes pour les 5 dernières années et les témoignages de nombreuses personnes, on arrive à un rendez-vous de médiation avec Peter et Karen. Ils nous proposent la somme ridicule de 50 000$ à se partager entre les 15 ex-employés qui l'attaquent. Ça ne couvre même pas ce qu'il nous doit en heures sup. On refuse. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit le document qui va nous sauver. Il vient du fisc.
Mon avocat avait demandé toutes les informations liées aux taxes de l'entreprise. Peter avait créé chaque garage comme étant sa propre entreprise. Ils étaient donc taxés indépendamment les uns des autres. Peter et Karen pensaient apparemment que c'était une bonne idée de déclarer un vétéran dans chacun de leurs 6 garages. Dans leur déclaration fiscale, ils prétendaient avoir un vétéran employé pour un minimum de 36 heures par semaine et à 12 dollars de l'heure. Le gouvernement américain propose un abattement fiscal pour les entreprises qui emploient des vétérans. Lors du second rendez-vous de médiation, mon avocat présente sa trouvaille à Peter et au médiateur. Après 20 minutes de discussion en privé, Peter et Karen reviennent dans la salle et acceptent notre demande. Pour 400 000 dollars à partager entre les 15 ex-employés, le paiement de tous nos frais de justice, 20 000 dollars pour ma rupture de contrat illégale pour chaque garage où j'étais considéré comme employé, et mes salaires non versés pendant les 6 derniers mois où j'étais à 5 dollars de l'heure. Leur seule demande était qu'on signe un document stipulant qu'on ne diffuserait aucune des informations qui ont été révélées pendant la médiation. On a bien sûr signé et on a récupéré nos chèques. Mais d'une manière que j'ignore, les informations se sont quand même retrouvées sur le bureau du fisc, qui a décidé de faire un audit dans les entreprises de Peter et Karen. Et une enquête a été ouverte pour fraude fiscale. J'ai vendu le garage que j'avais ouvert au gars qui m'avait rejoint. J'ai mis ma maison en vente et j'ai déménagé. J'y suis retourné environ 8 mois plus tard, parce que le gars qui devait s'occuper des extérieurs était en prison, et le jardin était dans un état affreux et j'allais recevoir une amende. Donc je suis allé tondre l'herbe, et je suis passé voir mon agent immobilier pour voir ce qu'on pouvait faire pour la suite. Et qui est-ce que je trouve à la réception de l'agence immobilière? Sue! Elle n'a pas attendu une seule seconde pour me raconter tout ce qu'il s'était passé. Peter a tenté de déclarer ses entreprises en faillite pour ne pas tout perdre après avoir été reconnu coupable de fraude fiscale. Il a dû payer toutes les taxes qu'il avait évitées, et le montant était énorme. Karen s'est barrée avec un mec qu'elle a rencontré dans un casino. J'ai posé 2 questions à Sue. Si elle sait qui a dénoncé Peter et ce que sont devenues ses voitures de collection. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas qui avait contacté le fisc, et de regarder dans le parking derrière l'agence en partant. Je suis allé jeter un coup d'œil et une des voitures de Peter était bien là. Apparemment, il a commencé à vendre ses voitures dès le début de ses soucis, et très peu cher, avec l'espoir de les racheter après la faillite. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui l'a dénoncé au fisc. Ma théorie personnelle est qu'une personne en charge de gérer les papiers demandés pour le procès s'est rendu compte du problème. Dans tous les cas, je suis ravi que ça se soit passé comme ça, et ça n'aurait pas pu arriver à quelqu'un qui le méritait plus.